Bonjour à tous, bienvenue dans la bande FM, l'émission de la communauté French Morning. On est très heureux de vous retrouver pour ce quatrième numéro de cette émission de témoignages, de paroles, pour parler d'un sujet qui nous concerne tous, nous qui avons fait le choix de quitter la France, de partir vivre à l'étranger. Il s'agit bien sûr de l'expatriation au temps du Covid-19, au temps du nouveau coronavirus. Alors, on a déjà parlé de ce sujet à plusieurs reprises dans French Morning, notamment dans un article qu'on a publié en mars. Et on avait envie ici de prolonger la conversation. Comment vivez-vous la distance avec la France? Est-ce que cette situation vous donne envie de rentrer en France pour de bon? A-t-elle changé votre manière de vivre votre expatriation? Quelles sont les conséquences psychologiques de cette situation d'éloignement? Est-ce que on vit la maladie ou le deuil parfois? Comment les vivre, ces situations dramatiques, dans de bonnes conditions, ou en tout cas dans des conditions les moins mauvaises possibles. Pour parler de tous ces sujets, pour aborder tous ces sujets qui nous concernent, nous avons deux invités qu'on a le grand plaisir de recevoir. Il s'agit de Magdalena Silvetti-Chaland. Bonjour Magdalena, vous êtes à Princeton, donc pas très loin Bonjour. d'ici à New York. Merci beaucoup d'être ici. Je rappelle que vous êtes psychologue coach spécialisé dans l'expatriation et fondatrice du service d'accompagnement Intelligence Nomade et aussi l'auteur, vous faites beaucoup de choses, de Réussir sa vie d'expat qui est paru en 2015 aux éditions Erol. Et à vos côtés, ou en tout cas quelque part près de vous, Pia Grangeon-Losser, fondatrice du service de thérapie Wellness Beyond Borders. Vous êtes basée à Londres, Pia. Vous êtes spécialisée notamment dans la question des traumatismes et vous travaillez avec des femmes et des enfants notamment. Merci à toutes les deux de participer à cette émission. Je crois que c'est la première fois dans l'histoire de la bande FM qu'on a deux intervenants qui ne sont pas dans le même pays. Donc voilà, c'est un peu l'histoire Expatriation? qui se fait. Voilà, c'est une grande famille, la famille French Morning. J'accueille aussi deux de mes confrères et amis, Grégory Durieux qui se trouve à Miami, Grégory est journaliste à French Morning Miami, donc, et Nastasia Poteuil de French Morning Washington. Merci à vous les copains d'être ici et de participer. Alors vous allez relayer les questions que les auditeurs ou les personnes qui nous suivent vont nous poser ou en tout cas les aider à venir témoigner, puisque je rappelle que la star finalement, ou les stars de cette émission, c'est vous, vous qui nous regardez. On a vraiment envie d'entendre vos témoignages, de savoir comment vous vivez cette situation d'éloignement, comment elle a changé en quelque sorte vos relations, peut-être avec vos proches qui sont en France. Qu'est-ce que vous allez faire cet été aussi? C'est une question qui est bien sûr dans l'esprit de beaucoup d'entre nous. Si vous voulez participer, livrez votre témoignage, posez votre question, c'est très simple. Il suffit de lever la main, de raise your hand en cliquant sur l'icône qui est juste en dessous de votre image Zoom. Et je vous donnerai la parole. Si vous voulez aussi, si vous voulez participer sur Facebook, c'est possible, laissez-nous un commentaire ou rejoignez-nous. Rejoignez-nous en cliquant sur le lien Zoom qui est dans la page Facebook de ce live. Voilà. Et donc, sans plus tarder, ça fait un peu de logistique, un peu d'intendance, mais nous allons rentrer dans le vif du sujet. Et finalement, la première question que je me demandais, Pia et Magdalena, c'est dans la vie d'expatrie, il y a toujours des moments où on se sent un peu éloigné de nos proches. C'est parfois des moments heureux comme la naissance d'un enfant ou un anniversaire. Et voilà, nous, on se retrouve loin de tout ça. Ça peut être aussi des moments douloureux comme la mort ou la maladie de quelqu'un qui est en France et qui nous renvoie finalement à l'idée, enfin, à nos décisions d'être partis, d'être partis, d'avoir quitté notre pays. Je me demandais, qu'est-ce qui, selon vous, rend la situation qu'on vit aujourd'hui dans ce contexte de Covid si différente de ces situations d'éloignement qu'on pouvait ressentir en temps normal, si je puis dire. Magdalena, vous voulez commencer peut-être? Oui, alors déjà, il y a quelque chose qui est assez particulier dans ce qu'on vit actuellement, c'est que c'est international, réellement, tous les pays. Et c'est assez rare d'avoir vécu un moment qui touche tout le monde tout le temps. Donc par rapport à ça, lorsqu'on part parfois, on se retrouve avec des difficultés ailleurs que les gens ne comprennent pas parce qu'ils ont l'impression que ça se passe là-bas, c'est ailleurs, on ne sait pas trop. Pour l'instant, tout le monde comprend
la gravité de la situation. Donc, on a un sentiment de partager finalement quelque chose, un problème, et on peut relier les uns les autres, même si on n'est pas dans le même pays. On comprend la situation, on compare finalement les mesures qui sont prises, qui ne sont pas les mêmes, mais on a la même difficulté et on comprend cette situation-là de manière vraiment internationale. Ça, c'est plutôt un avantage alors. Parce qu'on est tous dans le même bateau, si je peux dire. Bon, en tout cas, en théorie. Par rapport à ça, c'est rassurant pour les expatriés qui parfois se sentent un petit peu incompris. On a l'impression que c'est idéalisé, on part ailleurs, la vie elle est belle, c'est magnifique, et on ne voit pas forcément les difficultés. Donc là maintenant, nous avons des difficultés qui sont assez communes, et ça c'est un avantage. L'inconvénient, c'est que on est loin, donc on n'est pas près du pays parfois où nos familles sont encore. Et donc se pose la question de comment revenir. Est-ce que j'ai bien fait de partir? Donc ça remet en question pas mal de décisions. Et c'est l'avantage aussi, c'est que du coup on peut se poser la question. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut vraiment? Qu'est-ce qui est principal pour moi? Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que je veux? Donc c'est un peu une pause où on prend le temps de réfléchir pour dire bon finalement dans la vie c'est quoi ce qui m'intéresse le plus, ce que je veux faire. Pia, bien sûr, c'est vrai qu'on est loin et il y a cette impossibilité de rentrer aussi qui rajoute, ou en tout cas cette difficulté du retour qui rajoute un élément de difficulté. Qu'est-ce qui est unique selon vous, Pia Grandjean-Le Cerf, dans la situation actuelle? Alors c'est intéressant, il y avait une dame qui parlait de claustrophobie mentale. Parce que c'est vrai qu'en tant qu'expat, on a l'habitude de naviguer entre les pays, comme disait Magdalena. Maintenant, les frontières sont fermées. Et cette personne disait donc que cette impossibilité de maintenant de voyager comme auparavant elle pouvait le faire de façon facile, comme on fait souvent l'expatriation, crée en elle cette claustrophobie mentale. C'est-à-dire que on le voit, on est tous dedans, on est dans une perte de contrôle. Et cette perte de contrôle de pouvoir voyager, qui est le propre de l'expatrié, c'était quelque chose qui était difficile pour elle. Je crois que ce qui est spécifique aussi aux expatriés en ce moment, après ça dépend de quel expatrié on est. Hein. Il y a différentes façons de migrer, ça dépend de l'âge qu'on a, ça dépend comment on s'est expatrié par le travail, voilà, ça dépend. Mais ce qui est particulier, je pense, c'est qu'il y a pas mal de gens expatriés en ce moment qui se retrouvent au sein d'une même famille nucléaire dans des pays différents. C'est-à-dire qu'on peut avoir une personne qui travaille, qui a été bloquée du fait des fermetures des frontières, qui a été bloquée dans un pays, et un autre conjoint ou des enfants dans d'autres pays. Et ça, c'est quelque chose qui fait partie de la vie d'expatrié, surtout quand les enfants grandissent, quand la personne qui travaille voyage beaucoup. Ce qui est plus difficile maintenant, c'est que chacun peut se retrouver dans des pays différents. On peut avoir une famille de 4 avec 4 pays différents en ce moment. Et chaque pays peut avoir les politiques de confinement, de déconfinement, de protection et de prise en charge autour de ce virus changent. Et c'est pas simple. La politique est dictée par la culture aussi. Donc on peut avoir des profils de prise en charge et de prévention qui diffèrent. Et donc avoir au sein d'une même famille des profils différents de risques, de prise en charge, c'est quelque chose qui n'est pas forcément bien vécu. Mais alors j'ai envie de dire aussi que la baseline, enfin la foundation de tout ça, c'est que ça peut être vécu tout à fait bien et ça peut être vécu de façon assez douloureuse. Et ça va dépendre de la situation, les mécanismes psychologiques qui étaient mis en place avant le Covid. Ces différents profils, ces différentes situations, effectivement, avec des situations de confinement qui sont variées, vous pensez que ça peut générer des difficultés de communication en fait au sein de familles qui sont éclatées comme vous les décriviez? Pas forcément des difficultés de communication, je pense pas. Je pense que les expats ont l'habitude de faire de la zoométrie, en tout cas de communiquer online, que ce soit les enfants avec leurs copains, que ce soit les adultes avec leurs amis ou par le travail. C'est quelque chose auquel cette population est vraiment habituée, donc ça c'est un gros plus, il n'y a pas de nouveauté. Donc je pense pas que ça empêche la communication du tout. Je pense que ça peut la changer. Je crois que oui, ça peut la changer tout à fait. En fonction
pareil, de où était la personne psychologiquement avant, ça peut rajouter une épaisseur, une couche, j'ai envie de dire, et faire monter un peu plus d'inquiétude, voire d'anxiété. Justement, la changer, ça c'est vrai que la question de la communication, elle est très importante. Et Magdalena, j'aimerais beaucoup avoir votre avis aussi là-dessus. Hein. Moi, par exemple, je parle beaucoup plus régulièrement à ma famille. On était une famille, mes parents sont divorcés et on n'avait pas de moment réellement où on se retrouvait tous ensemble en fait pour discuter. Et maintenant, depuis le début de cette pandémie, on a un moment où on se retrouve tous ensemble à discuter, etc. Euh, est-ce que, euh, est-ce que vous diriez que c'est une opportunité pour mieux communiquer en fait toute cette situation en quelque sorte? Alors, ce qui est vraiment intéressant, et je rebondis sur ce que Pia disait au niveau de la famille, qu'on appelle la famille nucléaire. La famille nucléaire, c'est la famille proche, les parents, les enfants. Donc, et souvent, en expatriation, quand on part, on se ressoude. Au début, on part dans un nouveau pays, on est vraiment soudés les uns les autres. Et c'est ce qu'on retrouve maintenant. C'est-à-dire que cette famille nucléaire est soudée lorsqu'elle est ensemble. Malheureusement, donc on voit en fait deux cas de figure qui sont assez opposés et intensifs. Soit on se ressoude encore plus parce qu'on est tous ensemble, soit justement le fait que les enfants sont grands et sont partis faire des études ailleurs, ou le couple a dû se séparer à cause du célibat géographique qu'on appelle, il y en a un qui a dû rester travailler ailleurs, etc. Cette famille-là, qui est supposée être soudée, est explosée. Donc on voit ces deux cas de figure dans ce noyau-là. Après, il y a la famille plus élargie, où il y a les parents qui sont restés en France, donc les grands-parents, les frères et sœurs, oncles, tantes, etc. Et là aussi, il y avait une distance qui s'était faite de par l'expatriation. Et maintenant, on a envie de resserrer les liens. Et donc, cette famille élargie devient une famille beaucoup plus soudée et beaucoup plus, redevient presque le noyau central. On essaye de se recentrer, on essaye d'avoir beaucoup plus souvent des contacts avec eux, on essaye de planifier beaucoup plus de rendez-vous téléphoniques, Skype ou autres, parce qu'on a besoin de créer des liens. Et ça, c'est un gros aspect justement de ce qui se passe actuellement, c'est la perte de liens sociaux de par le fait qu'on doit rester à la maison, donc on coucoune davantage à l'intérieur, mais on est des animaux sociaux, on a besoin vraiment de créer des liens. Donc on va essayer de retrouver des liens avec nos proches, avec nos amis, avec les cafés Zoom, cafés online qu'on voit partout, au apéro, on appelle ça plutôt souvent. C'est vraiment essayer de, malgré tout, garder un lien social. Sûr. Je rappelle que si vous voulez intervenir dans cette émission, livrer votre témoignage ou poser vos questions à nos experts, n'hésitez pas, il suffit tout simplement de lever la main dans Zoom, sous la fenêtre de vidéo, et je vous donnerai la parole. Et ça me rappelle d'ailleurs un message que m'a envoyé une amie en fait, il y a quelques jours qui disait, en fait, avec le confinement, c'est un peu, et bien sûr mon téléphone s'est éteint, c'est un peu les Français de France qui font l'expérience de l'expatriation, à devoir se parler sur Skype et à ne pas savoir quand ils pourront se refaire un repas en famille. Est-ce que, d'une certaine manière, vous pensez que, bien sûr, il y a immigrés, immigrés, il y a expatriés, expatriés, on vit tous des situations un peu différentes. Est-ce que vous diriez que, d'une certaine manière, les expatriés sont peut-être plus, ont peut-être plus les épaules finalement pour gérer cette situation aujourd'hui? Ou peut-être plus de ressources pour gérer la séparation physique qu'on nous impose aujourd'hui? Alors déjà, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'on peut être loin en étant à côté. C'est-à-dire qu'il y a des situations où des personnes ont dû se faire hospitaliser, pas forcément pour le coronavirus, mais pour d'autres types d'opérations, et on n'avait pas le droit d'y aller. La famille n'a pas le droit d'être présente. On a vu ça aussi avec les accouchements, où les pères ne pouvaient pas être là à ce moment-là. Donc il y a un sentiment de distance énorme alors qu'on est dans la même ville. Donc ça, effectivement, ça se reproduit ailleurs, et c'est quelque chose que nous connaissons en tant qu'expatriés. On a l'habitude de ça, et on a l'habitude aussi de cette courbe d'expatriation où au début on est un petit peu dans l'inconnu et après on doit se refaire des habitudes pour retrouver un nouveau cadre de vie. Donc par rapport à ça, il y a une gymnastique liée à l'expatriation que nous possédons déjà un petit peu plus par rapport à ça. Pia, c'est aussi votre avis? Est-ce qu'on a finalement, on est mieux armé d'une certaine manière
On a Oui, plus de ressources. Oui, tout à fait. Je confirme ce que tu dis, Magdalena. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont témoigné de ça en disant, voilà, les communications à distance, on connaît bien. Comme disait Magdalena, quand on arrive quelque part, on est habitué à gérer l'inconnu. On est habitué à gérer des choses qu'on ne connaît pas. Donc pour ça, il y a une habitude du cerveau de pouvoir concevoir les choses dans l'inconnu. Donc il y a une espèce d'entraînement qui a été mise en place. Donc c'est sans doute plus facile d'une certaine façon pour beaucoup d'expatriés en tout cas. Je continue à dire que ça dépend aussi comment l'expatriation est vécue. Ça dépend vraiment beaucoup de ça parce qu'il y a des gens qui sont bien en expatriation et dans ces cas-là, il y a eu cette habitude et ça sera d'autant plus facile. Et puis, il y a des gens qui ne savent plus trop pourquoi. Moi, je travaille avec des femmes expatriées à 100%. Les hommes ne viennent pas me voir. Souvent, malheureusement, c'est la femme c'est le mari qui travaille et la femme qui vient avec les enfants, qui perd son travail. Il y a vraiment un profil particulier, quand même, malheureusement, assez distinct. Et il peut arriver, ou pas, il peut arriver que la femme, along the line, au bout d'un certain temps, ne sait plus pourquoi elle s'expatrie. Donc, quand ça devient une expatriation difficile, ce genre parce que le Covid, il rajoute une couche sur ce qui existait déjà, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, à ce moment-là, une couche de difficultés supplémentaires peut faire surgir des problématiques qui étaient soit enfouies, soit plus ou moins gérées, quoi. Mais c'est vrai que ce qui ressort dans ce que les gens disent, c'est nous, on a l'habitude de ça, on a l'habitude des galères, on a l'habitude des choses qui ne fonctionnent pas. On fait avec et on sait, en tout cas, on sait que au bout d'un moment, ça ira mieux. Donc cette galère qu'on traverse, que ce soit quelle que soit l'expatriation, d'ailleurs, c'est jamais simple au début et c'est jamais l'image d'Épinal que beaucoup de gens imaginent, comme tu disais, Magdalena. N'empêche qu'il a été vécu dans le corps et dans l'esprit le fait qu'au bout d'un moment, ça se passe bien. Et au bout d'un moment, c'est chouette parce qu'il y a une nouvelle routine qui s'est mise en place. Et c'est vrai que dans cette histoire de Covid, on est vraiment là au cœur du truc. C'est-à-dire que toute notre routine d'avant, au quotidien, quel que soit le domaine dont on parle, bingo, elle a été bien détruite. Donc, il s'agit d'avoir les ressources internes et externes, et ça fait lien avec la résilience, pour pouvoir créer une autre routine. Et ça, les expats sont plutôt assez bons là-dedans, en général. Ils ont l'habitude. Très bien, alors nous accueillons notre première intervenante, Catherine. Catherine Martel, bonjour. Merci beaucoup de nous rejoindre. Vous êtes en direct. Vous avez une question ou un témoignage? C'est plutôt un témoignage parce que comme le disait Magdalena et Pierre, vous m'entendez, c'est bon? Oui, très bien. Comme disait Magdalena pardon, Catherine, excusez-moi de vous interrompre. Vous êtes dans quel coin? Je suis à Sarajevo. Sarajevo, d'accord, très bien. Voilà. Et donc, comme le disait Magdalena et Pia, effectivement, les familles expatriées, je crois qu'elles ont l'habitude d'être souvent dispatchées, disséminées, quelqu'un dans un pays, un autre membre de la famille ailleurs, etc. Je pense que ce qui fait le gros défi là, actuel et la difficulté actuelle, c'est au fond de ne pas savoir quand cette situation de séparation va prendre fin. C'est-à-dire que, bon, en l'occurrence, par exemple, moi j'ai 3 enfants dans 3 endroits différents sur la planète. D'habitude, je sais que si je veux aller les voir, je prends un avion et je peux aller les voir. Là, les frontières sont fermées, il n'y a pas d'avion, et donc on ne sait pas quand on va pouvoir se revoir. Donc bien sûr, il y a WhatsApp, les réseaux sociaux, on est en contact tous les jours si on le souhaite, mais je pense que ce qui est le plus difficile à vivre, c'est cette incertitude et ce manque de visibilité sur quand est-ce qu'on va pouvoir se revoir pour de vrai, quoi. Voilà. Magdalena, Pia, vous voulez réagir? Oui, juste tout à fait d'accord. Excusez-moi, je ne me rappelle plus votre prénom. Catherine. Oui, Catherine, je pense que vous avez parfaitement raison. De toute façon, l'être humain ne fait pas bien avec l'inconnu. On n'aime pas ça. On a besoin d'avoir un minimum de contrôle et là, on est vraiment dans la problématique que nous impose partiellement le coronavirus. Et c'est vrai que cet inconnu dans le temps, même si on peut le raisonner, puisqu'on commence déjà à ouvrir les frontières au niveau. Il y a des pays en Europe qui ont déjà ouvert, qui commencent le déconfinement, les frontières vont arriver. Mais c'est vrai qu'on ne connaît pas
De toute façon, le coronavirus, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Donc, il faut qu'on gère avec l'inconnu, mais c'est vrai que ça fait partie des inconnus qu'on a à gérer. Il y en a beaucoup. Et l'inconnu est très déstabilisant pour nous. Moi, je voulais rajouter quelque chose parce que c'est assez intéressant de voir combien on a toujours besoin de repères pour pouvoir avancer. Il y a un repère, on va dire, horizontal qui est géographique, la distance, on est près, on est loin. Et l'expatriation déjà crée quelque chose d'un petit peu confus par rapport à ça, parce qu'on pouvait partir loin, mais en même temps on pouvait revenir, il y avait des avions, c'est assez facile. Par rapport à avant, c'est beaucoup plus facile de rentrer. Donc le monde est plus petit maintenant, on arrive beaucoup plus à accéder. Et puis maintenant, on ne peut plus. Donc cette impression qu'on avait d'avoir un monde plus petit n'est plus aussi facile. Et l'autre dimension, c'est une dimension un peu plus verticale, la dimension du temps. Et ça aussi, c'est comme si le temps s'était un peu arrêté. On est dans l'ici et maintenant. Les semaines, c'est pas très clair, les week-ends, les semaines, les jours de la semaine, on ne sait plus trop. C'est des journées qui sont un peu intensives. Donc par rapport à ça, on peut plus se projeter dans l'avenir, parce qu'on ne sait pas très bien ce qui va se passer. Et ça crée deux dimensions qui sont assez troubles finalement, et qui peuvent être très déstabilisantes. Catherine, je peux vous demander comment vous gérez cette impossibilité de retour, en fait. Est-ce que vous en souffrez? Est-ce que finalement vous arrivez à vous en accommoder? Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui? De toute façon, on n'a pas le choix, hein, donc il faut bien Absolument. faire avec. Mais c'est vrai, comme je le disais, moi je suis confinée ici, avec mon conjoint, donc c'est déjà, on n'a pas à se plaindre, on est dans des conditions matérielles, voilà, je pense qu'il y a pire. En revanche, effectivement, je pense pour moi, comme je le disais, j'ai du mal à me dire que, notamment, que si l'un de mes enfants tombe malade ou à quoi que ce soit, je ne pourrais pas aller l'aider. Bon, notamment, j'en ai un qui vient juste d'avoir 18 ans, qui est tout seul confiné, étudiant à Paris dans sa petite chambre de 18 mètres carrés, une à Amsterdam, l'aîné qui est interne en médecine à Grenoble, donc au contact de malades de toute la journée. Bon, pour une maman, c'est pas forcément très, très rassurant de se dire que moi, je suis qu'à plusieurs milliers de kilomètres et sans pouvoir aller les rejoindre s'ils ont besoin de moi. Voilà. Ouais. C'est surtout ça qui est difficile pour moi à vivre. Alors, pour l'instant, tant que tout le monde est en bonne santé, on se dit, ça va, ils sont jeunes aussi, donc a priori, pas trop susceptibles de développer des formes graves de la maladie, mais c'est quand même difficile de se dire qu'on ne sait même pas si on va pouvoir se revoir cet été, par exemple. Ouais, c'est ça. Et ce qui est difficile aussi, c'est de se dire qu'on peut aussi représenter un danger pour ses proches en les voyant, quoi. Et ça, oui, alors en l'occurrence, ça serait peut-être plutôt eux qui seraient des... En l'occurrence, oui. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant justement dans le fait de choix que les personnes ont de rentrer ou non. Parce que je veux revoir mes parents, mais si je vais retourner voir mes parents, je peux être un danger pour mes parents. Et c'est assez terrible psychologiquement de se dire, je porte peut-être un risque pour mes parents, alors que logiquement, c'est un lien affectif important et veut ressouder les choses, et on peut être porteur de quelque chose de grave. Donc ça, c'est très culpabilisant. Mmh. Merci beaucoup Magdalena pour votre intervention. Merci beaucoup. Si vous voulez participer, vous aussi, livrez vos témoignages ou posez votre question. Je rappelle qu'il suffit de lever la main dans la partie juste en dessous de votre écran Zoom. Si vous souffrez de cette situation ou que vous avez peut-être envie de partager des conseils sur comment mieux la gérer, on a envie d'entendre vos conseils. Pierre, peut-être une question pour vous sur l'importance de l'été. En effet, Catherine en parlait. Qu'est-ce que ça représente en fait l'été dans la vie d'un expatrié et pourquoi, quelles sont en gros les conséquences de ne pas pouvoir visiter ses amis ou ses proches cet été? Alors, dans la vie d'un expatrié, l'été, c'est aussi une saison de migration. Il y a 2 saisons de migration dans les expatriés qui s'expatrient par le travail lié à une entreprise. C'est autour de Noël et puis autour de l'été. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, ce que rapportent un petit peu les gens qui s'expatrient, c'est que tout est en mode pause pour l'instant. Tout ce qui est l'organisation très concrète et très pratique de cette expatriation ne peut pas se faire. C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas visiter les écoles pour les enfants, ne peuvent pas visiter des logements dans lesquels ils pourraient être.
tout ce qui est administratif de l'ordre de l'acquisition de visa, tout ça est en mode pause. Donc ça, c'est vraiment le côté, j'ai envie de dire, professionnel et migration de la cellule nucléaire dont on parlait tout à l'heure. Ça crée aussi pas mal d'anxiété et d'inquiétude parce qu'on rejoint aussi cette notion du temps qui a un petit peu explosé et qu'on ne contrôle plus et qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Ça, c'est la première chose. Très, très pratico-pratique, j'ai envie de dire. Maintenant, l'été, c'est en général la saison où de nouveau les familles d'expatriés se retrouvent quand il y a des enfants ou autres un petit peu disséminés partout dans le monde, ce qui est très fréquent. C'est aussi le moment où la famille nucléaire se retrouve et la famille nucléaire peut retrouver aussi sa famille plus élargie, les oncles, les tantes, les parents, les grands-parents, etc. Et avec ce qui se passe maintenant, c'est que il me semble que c'est plus complexe pour les expatriés parce que, par exemple, si on parle de la France au jour d'aujourd'hui, les gens ont pour les 3/4 du territoire peuvent avoir un cercle de 100 km² pour aller se bouger, se promener. Donc il y a quand même une possibilité de reconnecter. C'est pas forcément le cas. On retombe un petit peu dans la logique des différents pays qui ont différentes politiques et différentes situations par rapport au Covid, parce qu'aux US, là, pour l'instant, vous êtes en plein dedans. En Angleterre, on est encore en plein dedans. La France commence à penser à la réouverture. Donc, chaque pays a sa façon différente. On est à un stade différent, j'ai envie de dire, de l'évolution de ce virus. Donc, cet été va être, il me semble, un moment peu simple pour les familles parce que les retrouvailles qui, en général, se font à ce moment-là ne pourront certainement pas se faire. Physiquement, comme disait Magdalena, on est des animaux sociaux, on a besoin de se toucher, on a besoin de s'embrasser, on a besoin de, on est des gens de contact quand même, plus ou moins. Mais, et là, ça va pas pouvoir... De faire le plein de saucissons et de bonnes choses aussi. Essentiel, essentiel. Tout à fait. Pierre, on me signale que le son n'est pas tout à fait bon. On me suggère peut-être que vous posiez vos écouteurs en fait, pour peut-être éviter les contacts ou voilà. Est-ce que ça va mieux comme ça? Moi, je vous entends très bien. Ah bah très bien, parfait. Magdalena, en préparant cette émission, vous me disiez que l'été, c'était un peu la bulle de l'expatriation. Si on ne peut pas rentrer, en fait, quelles sont les conséquences, peut-être psychologiques ou sur le bien-être en fait, du fait d'être bloqué? Votre micro est... Décidément. Allô, voilà, c'est revenu. Oui, très bien, parfait. Il y a 3 aspects en fait qui sont importants à ce niveau-là. C'est l'aspect culturel où on a l'impression de repuiser, refaire le plein non seulement de l'aspect familial, comme Pia disait, où on se retrouve avec nos familles, etc. Mais aussi on retrouve des choses au niveau du sens, au niveau de la nourriture, au niveau des endroits, au niveau des souvenirs. Et c'est bon de se reconnecter à ce qui nous appartient, ce qui fait de nous, et ramener ça ensuite là où on habite. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez important. C'est aussi un moment où on permet aux enfants de se connecter aussi avec leur origine, leur pays, là d'où ils viennent, et on veut garder cet espace d'héritage-là, et là, ça va être plus difficile. Mais il y a un autre aspect qu'on oublie et ça peut créer des difficultés, c'est les couples séparés. Vous en parliez, Alexis, lorsqu'on est enfant de parents divorcés, séparés et expatriés, lorsque l'un des parents est ailleurs, etc. Comment va se passer? Souvent l'été, c'est à ce moment-là où on passe les vacances chez l'autre parent, par exemple. Mais là, ça crée des grosses difficultés. Donc, il y a pas mal de tensions qui peuvent s'éveiller au niveau des couples séparés. Parce qu'on ne sait pas si l'autre parent a bien suivi les consignes et n'a pas créé de problème, etc. Est-ce qu'on peut en fait faire voyager son enfant? Enfin, ça crée beaucoup de tensions aussi à ce niveau-là. Très bien, nous allons prendre une autre intervenante, Catherine. Catherine, bonjour, vous nous entendez? Allô, Catherine? Non? Allô, Catherine? Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, bonjour, très est-ce bien. que vous m'entendez maintenant? Oui, parfait. Merci beaucoup de participer à la bande FM. Vous avez un commentaire, une question?
Oui, tout à fait. En fait, moi, c'est un petit peu. Il y a deux aspects dans ma question, en fait, enfin, ou dans mon témoignage plutôt. C'est que d'une part, je suis expatriée et long terme, c'est-à-dire que ça fait 20 ans que je suis aux États-Unis et donc mariée à un citoyen américain. Et donc, d'un côté, j'ai cette expatriation à gérer, qui est la mienne. Et en plus, je m'occupe aussi d'expatrier pour une grande entreprise qui souvent viennent d'Europe et qui donc arrivent aux États-Unis. Donc, j'ai pu voir récemment avec le Covid-19 comment ça se passait pour certains expatriés dans un milieu professionnel, hein, et qu'effectivement, ceux qui étaient en mode célibataire géographique ne pouvaient pas gérer les choses d'une façon complètement différente. C'est-à-dire que ceux qui sont en famille, c'est beaucoup plus facile parce que bon, il y a le petit noyau nucléaire dont vous parliez. Et ceux qui sont célibataires géographiques, on a essayé au niveau de l'entreprise de les accompagner davantage, de les appeler, de pouvoir voir un petit peu comment ils géraient ce stress. Et certains, bon peu, mais certains ont préféré rentrer en catastrophe en France, quitte à être confinés dans un petit appartement temporaire et ne même pas pouvoir voir sa famille donc, tout le temps de la quarantaine, plutôt que d'être expatrié, célibataire géographique aux États-Unis, avec tout le stress que ça comportait. Donc, j'ai trouvé ça assez poignant au niveau humain de voir que, effectivement, c'est complètement différent. Quelqu'un qui vient d'arriver en expatriation dans un nouveau pays et qui n'a pas eu le temps encore de se faire des amis, par exemple, qui est arrivé dans les 3 mois avant le Covid-19, n'aura pas eu le temps de se créer un nouveau petit système social pour pouvoir survivre cette situation assez difficile. Et dans ce cas-là, ils ont préféré rentrer en catastrophe, même si ça mettait fin à leur contrat avec des conséquences matérielles, etc. Donc, c'est assez intéressant de voir qu'effectivement, ceux qui sont en expatriation en couple ou avec la famille supportent beaucoup mieux le confinement et cette situation. Voilà. Et d'un point de vue personnel, bon, moi, ça fait 20 ans que je suis aux États-Unis et expatriée. Pendant de nombreuses années, je n'ai pas eu les moyens financièrement de me rendre en France pour voir mes proches. C'était très difficile. Une fois, je suis restée pendant 3 ans sans pouvoir me payer un billet d'avion. Et donc, je m'étais promis, vraiment, une promesse vraiment fondamentale pour moi, que j'irais voir maman, avec qui je suis très, très proche, et ma famille, au moins 2 fois par an. Et donc, depuis le Covid-19, c'est très, très difficile pour moi, mentalement, à gérer. J'ai beau me dire, c'est temporaire, ça remet en question beaucoup de choses sur les questions que je me pose sur le futur et sur, par exemple, comment j'envisage peut-être à long terme. Ça remet beaucoup de choses en question pour moi sur vraiment où, si jamais je devrais vraiment choisir et ne plus pouvoir me permettre de faire ces voyages qui me permettent à chaque fois de respirer, c'est comme un bol d'air quand je vais en France. Et donc, cette reconnexion dont vous parliez, la culture, la nourriture, la connexion à la famille, etc., ça fait vraiment partie de moi. Si vraiment ce n'est pas possible, je ne sais pas si mentalement je pourrais gérer mon engagement à très long terme. Parce que je me fais du souci par rapport au prix du billet d'avion. On nous dit beaucoup de choses sur la façon dont les voyages aériens vont changer, l'industrie. Et il y a beaucoup de questions au sujet justement de ces changements pour le futur. Et je me dis effectivement, si les billets d'avion deviennent trop chers, je ne pourrai plus aller prendre mon bol d'air régulièrement. Et là, ça pourrait changer ma façon de prendre des décisions pour le long terme. Donc là, au bout de 20 ans, vous songez à peut-être arrêter cette expatriation. Ouais. Je suis vraiment très, très tourmentée là-dessus parce que justement, j'ai un conjoint américain, j'ai 2 enfants américains ici et ce sont des grosses questions. Voilà. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit, Catherine. Merci encore pour votre intervention. Pia, Magdalena, qu'est-ce que ça vous inspire effectivement ce témoignage? Moi, il me semble que ce que vous partagez, madame, c'est en fait, on est là dans une situation avec le Covid où c'est un événement que moi je qualifie de pré-traumatique, avec des gens qui sont passés dans le trauma et des gens qui sont encore dans cet espace pré-traumatique. On a
tous les mécanismes du traumatisme qui sont là et qui sont gérés différemment en fonction des gens et des ressources qu'ils avaient mis en place auparavant. Comme tout événement traumatique, je pense que c'est aussi un moment pour faire une évaluation. C'est exactement ce dont vous parlez. Qu'est-ce que je fais là? Quelles en sont les conséquences? En fait, c'est vivre l'expatriation, mais puissance 10 ou quel que soit le chiffre qu'on veut bien mettre. C'est-à-dire que ça remet en exergue la séparation. La séparation, on parlera peut-être des processus de deuil tout à l'heure, mais voilà, on est en plein dedans là. Et donc, cette réévaluation, ça va permettre de se resituer différemment, de prendre des décisions, de faire des choix. Et selon, je sais que je me répète, mais c'est vraiment ça, selon la façon dont la personne a fait un processus de ces différents deuils, de ces différentes pertes auparavant, elle va aborder ce qui se passe en ce moment de façon différente. Donc, c'est pour ça que vous avez des profils de gens qui, et sincèrement, je le pense, que ce soit une famille nucléaire ou pas, que ce soit des parents séparés ou pas, que ce soit des jeunes seuls ou pas, c'est pas ça en tant que tel qui importe. Je pense que ce qui importe, c'est la façon, c'est pourquoi la personne s'est expatriée et comment elle vit son expatriation et qu'est-ce qu'elle a laissé au pays et qu'est-ce que ça réveille tout ça. Donc, on est vraiment dans le processus d'acceptation du pourquoi et du deuil, avec ce cadre d'état pré-traumatique, voire traumatique dans lequel on est tous. Oui, tout à fait. Magdalena, une réaction peut-être, Oui, et après nous allons passer à d'autres intervenants, François et d'autres qui demandent à parler. Merci. Je voudrais rajouter quelque chose parce que ce qui est très très intéressant dans ce qui se passe actuellement, et votre témoignage, Catherine, vraiment révèle ça, c'est que si on prend ce qu'on appelle la théorie existentialiste, on est en plein dedans. C'est qu'on se retrouve confronté à tous nos enjeux ultimes, à tout ce qui fait les piliers de notre vie. Et il y a 4 piliers, et donc là on est en plein dedans. Il y en a un, c'est notre rapport à la mort. Donc à tout ce qui est nos ruptures, nos arrêts, la vie, tout ce qui fait sens pour nous. La liberté, c'est le deuxième pilier. Et là, on est avec une absence de liberté. Donc, on va se retrouver coincé. Donc, nos choix, nos envies, etc., ben, là, on se pose des questions. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on a droit? La solitude, c'est le troisième pilier. Et là aussi, exactement, le problème relationnel où on a besoin de garder ses liens sociaux, comme on en parlait. Et là, on ne peut pas. Donc, ça crée aussi énormément de difficultés. Est-ce que je veux rester seule là-bas ou est-ce que je préfère rentrer? Donc, on va vraiment décider en fonction de ça. Et le quatrième pilier, c'est la quête de sens. La quête de sens, on a besoin de comprendre, on a besoin de savoir, on a besoin de se retrouver en accord avec nous-mêmes. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, ça nous permet de retravailler sur ces 4 piliers-là. C'est-à-dire, bah, finalement, ma vie, c'est quoi? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui est important pour moi? Et comment je me situe vis-à-vis de ces piliers-là? Donc, c'est vraiment, vraiment un moment existentialiste très, très important. Merci. Merci beaucoup. Merci Catherine pour votre intervention. Nous retrouverons François. François, la parole est à vous. Bienvenue dans la bande FM. Merci à vous de m'avoir accepté. Où êtes-vous François, juste pour avoir une idée? Comment? Où êtes-vous, juste pour qu'on ait une idée de votre Alors moi, localisation? je suis en France en fait. Ah d'accord, très bien. Je suis en France, mais j'ai vécu aux États-Unis 2 fois. Une à Miami et puis sur une période courte de 3 mois et sur une autre période sur un programme universitaire dans l'Ohio, à Athens Sound, côté de Cleveland, voilà, Columbus, en 2015. Ce qui est intéressant, c'est aussi le rajouter avec moi je suis coach de formation et je suis coach en tant qu'intervenant depuis 20 ans auprès de sportifs et auprès de personnes qui souhaitent maintenir leur forme. Donc, il m'arrive d'avoir tout type de public, tout type de niveau, tout type de public. Donc, la relation humaine, je la comprends dans les mécanismes psychologiques que vous soulignez au niveau de la question existentielle. C'est vrai que la question de l'expatriation, elle doit être préparée. Elle doit être préparée et tout dépend aussi du confort dans lequel on est bercé.
on est amené d'être accompagné si on arrive en terrain conquis, ou est-ce qu'on se situe, dans quelle situation je me situe? Est-ce que je suis d'un comportement aventurier? Est-ce que je me situe d'un comportement aventurier explorateur, ou est-ce que je me situe dans une démarche touristique dans un premier temps sur un visa et après je prolonge ma vie au sol? Ça a été ma question. Et il y a la question de la langue, bien entendu, qui est un frein, comme tout immigrant et tout expatrié. Je pense que ce point-là, c'est le point le plus important parce qu'il lie l'affect avec d'autres personnes sur le sol, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit un Africain qui vienne vivre en France. Alors, l'avantage peut-être que dans un milieu anglo-saxon comme les États-Unis, où il y a une chute de l'économie sans sauvegarde, sans parachute, comme vous le savez, les abysses sont très importantes aux États-Unis, mais vous aurez aussi plus d'opportunités très prochainement. Ce qui veut dire que le deuil ne peut être qu'un moment court. Alors que l'intérêt, moi j'essaye de comprendre l'économie américaine de loin et les différents types de crises, notamment 2008-2009. Et le deuil sera court pour les expatriés aux États-Unis. Par contre, peut-être pour les Français, l'optimisme est beaucoup moins culturel. C'est pour ça que peut-être aussi que vous êtes parti de France pour trouver d'autres optimismes avec ce rêve américain et cette économie qui est différente. Justement, on peut peut-être avoir une réaction là-dessus par rapport à ce que vous dites, François. Magdalena, vous qui êtes aux États-Unis, en fait, est-ce que, sur l'idée que le deuil sera peut-être plus facile d'une certaine manière en étant ici? Alors déjà, les États-Unis, c'est très très grand. Donc moi, j'ai vécu 13 années en Californie et là, ça fait 3 ans que je suis sur la East Coast. Et donc, entre les deux côtes, East et West Coast, c'est pratiquement 2 pays différents. C'est différentes manières d'envisager les choses. En Californie, j'étais du côté de la Silicon Valley où tout va très très vite, où c'est la high-tech, où on est sur Internet, où vraiment on est sur réfléchir à l'instant présent, l'avenir, quoi faire, comment moderniser les choses. Je me retrouve maintenant sur East Coast, près de New York, où là, il y a un côté où déjà, on est plus proche de l'Europe. Donc, on a l'influence de l'Europe davantage à ce niveau-là. Et on voit les choses autrement. Il y a plus d'histoire, donc il y a plus de durée. Donc là, la notion aussi est beaucoup plus posée et on se réfère à ce qui s'est passé avant, à ce qui pourra se faire. Donc, c'est vraiment différentes manières de voir les choses. C'est assez difficile de parler des États-Unis comme un seul bloc parce que c'est très, très divers. Très bien. Merci François. On va prendre d'autres interventions. Nous avons en ligne Christine. Christine, je crois bien. Est-ce que vous nous entendez, Christine? Merci d'avoir patienté. Je sais que vous attendez la parole depuis longtemps. Non, il n'y a pas de souci. Oui, bonjour, vous allez bien? Oui, ça va et vous? Merci Très beaucoup bien, pour très ce bien. webinaire et merci de me donner la parole. Donc, moi, je m'appelle Christine. Je vais essayer d'être rapide. J'ai immigré très récemment aux États-Unis, à New York, et je suis arrivée donc en janvier. Ça a été super pour nous parce que je ne sais pas si c'est de la chance ou de la malchance, mais au début, pour moi, c'était de la chance. On a été tirés au sort à la loterie de la Green Card et ma famille et moi avons gagné, entre guillemets, les Green Cards. Donc, on a tout validé en septembre dernier. Coup sur coup, j'ai trouvé un job dans une organisation internationale dans la santé publique, comme par hasard. Et puis, en fait, on est spécialisé dans les problèmes cardiovasculaires et également la prévention des épidémies. Donc, je pouvais juste pas mieux tomber que dans le Covid. Donc, là, moi, j'ai un emploi qui est complètement pérennisé. On reçoit des fonds, etc. Donc, en fait,
tout semble super, mais en même temps, là, je suis arrivée avec mon fils qui a commencé ses études en mars dans un community college, mais ça s'est interrompu une semaine après parce on est passé en confinement. Mon mari est resté en France avec le deuxième garçon. Ils étaient censés arriver en juillet, donc on se laissait du temps pour que on s'installe facilement et puis que je trouve un appart, etc. Et puis que tout aille sur les rails, comme la green card gagnée, le job trouvé. Et là, on se retrouve avec le Covid. Et je me retrouve aussi dans un pays où finalement que j'ai complètement idéalisé. Moi, ça a été c'est mon rêve depuis je ne sais pas combien de temps de venir aux États-Unis. C'est vrai que j'adore en fait ce que j'aime dans ce pays, c'est cet esprit entrepreneurial, cet optimisme, entre guillemets tout est possible, même s'il y a quand même certaines disparités. Mais là, avec ce qui se passe, je vois des choses que je ne voyais pas avant. J'ai l'impression qu'il y a une vraie injustice Comme quoi, par sociale. exemple? Ouais. Ils se focalisent vraiment plus sur l'économie que sur l'humain. Et je me dis que ce n'est pas en phase avec mes valeurs. Et là, ça devient vraiment compliqué. Ce n'est même pas le fait d'être là. Je pense qu'on peut tous faire preuve de résilience. Et là, moi, j'ai une situation qui est quand même assez privilégiée parce que je peux travailler de la maison et j'ai toujours mon job. Mais en même temps, je me dis, en fait, je ne suis pas en phase avec les valeurs de ce pays. Et c'est ça qui met en cause mon expatriation. Et je me dis, mais comment je vais pouvoir vivre ça après le Covid avec ce que je vois aujourd'hui? C'est ça qui est difficile pour moi. Ouais. Pia et Magdalena, vous voulez réagir? Peut-être Pia pour commencer. C'est intéressant votre témoignage parce que je pense que c'est pas rare. C'est vrai qu'avec les États-Unis, c'est peut-être plus habituel. Je ne sais pas, nous en tant que Français, on a l'habitude aussi d'entendre. On est en général, nous en tant que Français, des expatriés avec une représentation positive. Hein. Voilà, les gens pensent que la France, c'est les droits de l'homme, c'est la culture, c'est la nourriture, etc. Quand on a vécu en France, on sait bien que ce n'est pas que ça, loin de là, et qu'il y a d'autres aspects qui sont moins jolis, j'ai envie de dire. C'est un petit peu ce que vous êtes en train de vivre peut-être maintenant avec cette idéalisation que vous aviez faite des États-Unis ou d'un lieu dans les États-Unis avec cette envie parce que le dream américain, l'American dream, voilà. Et puis la réalité, le quotidien, elle est en général, le quotidien est différent des idées qu'on s'était faites ou des rêves qu'on avait faits parce que là, on est en prise avec la réalité de la politique, de la culture, au lieu de l'avoir simplement intellectualisé. Ça passe par le corps au lieu de rester uniquement là. Et ben, c'est fabuleux. C'est génial. Vous avez passé le pas, vous l'avez vu, et donc vous mettez dans la réalité ce que vous aviez laissé ici. Donc ça va vous permettre de prendre une décision avec les deux, avec la tête et avec le corps, j'ai envie de dire. Maintenant, c'est passé là-dedans, ça a changé de niveau, vous avez tout. Donc à partir de là, à vous de refaire une évaluation de vos propres valeurs, de vos valeurs de vie, de vos valeurs humaines, et de voir ce que vous pouvez garder qui vous plaît aux US et qui est encore là, parce qu'il y a forcément plein de trucs qui vous plaisent et qui sont encore là. Et puis ce qui vous manque de la culture d'origine, et qu'est-ce que vous faites avec tout ça? Parce que quand on est expatrié, c'est de l'acculturation, donc on perd des petits morceaux, puis on gagne des petits morceaux, et qu'est-ce qu'on fait? Comment tout ça retrouve sa place tranquillement avec le temps? Mais c'est génial, c'est super. Avoir passé le pas, ça permet d'être plus dans la réalité. Oui, merci. Magdalena, vous avez une réaction peut-être pour aider Christine à voir cette situation, effectivement, comme Pierre le disait, un peu comme une chance, quoi. Alors, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent, en fait. Les personnes qui partent s'installer dans un pays qui semble assez similaire à la France, où il n'y a pas tellement de différence. On a l'impression que ça sera à peu près pareil. Donc l'idéalisation est beaucoup plus facile quand on part dans un pays qui est totalement différent, comme un pays asiatique, où la langue est différente, la culture est tellement différente, on se prépare davantage en anticipation, parce qu'on sait que ça sera tellement différent qu'on lit beaucoup et on essaye de savoir. Lorsqu'on part dans un pays qui est plus proche, on anticipe un peu moins les difficultés et on les découvre sur place. Donc ça, c'est vraiment assez fréquent.
Mais c'est cette courbe aussi d'expatriation dont on parlait au début qui est régulière, c'est qu'au début on idéalise un petit peu, puis après on voit les différences, donc il y a une déception, c'est très fréquent. Il y a un moment on se demande, bah non, c'est pas ce que j'imaginais. Et de là, comme Pierre l'expliquait, on réévalue toute la réalité, le désir, les envies, tout ce qui nous a porté là, et on essaye de retrouver un nouvel équilibre plus réaliste pour finalement faire face et se dire bah, ça nous convient ou ça ne nous convient pas du tout finalement. Mais on essaye de réévaluer les choses en fonction de quelque chose de beaucoup plus concret et réaliste. Merci. Merci beaucoup, Christine. Merci d'avoir partagé cette interrogation et bon courage pour démêler tout ça. Exact. Merci. On va tout de suite aller retrouver Isabelle. Isabelle, oui, bonjour, vous nous entendez? Oui, bonjour. Oui. Bonjour, alors bonjour à tous et merci pour ce webinaire que je trouve passionnant. Alors en fait, moi je voulais rebondir parce qu'en fait, par rapport à mon témoignage, déjà je me suis reconnue dans tout ce qui vient de se dire. J'habite en plein centre des États-Unis depuis 11 ans et donc 3 ans dans la baie de San Francisco où j'ai connu Magdalena. Et maintenant, depuis 8 ans, je suis à Kansas City. J'ai 4 enfants et j'en ai 2 qui sont étudiantes. Une qui est à Montréal et qui est seule, qui vit seule avec son boyfriend. Ma seconde était en Hollande quand elle a vu, donc elle étudiait en Hollande. Quand elle a été, quand il y a le confinement qui s'est annoncé en France, elle s'est rapatriée côté France pour pas être seule à vivre ça en Hollande, alors qu'à l'époque, ils n'étaient pas encore en confinement. Et puis, en fait, ça s'est fait, ça a été un peu un choc parce que tout s'est fait en même temps. Parce que, troisième chose, c'est que mon mari travaille en Californie et donc séparé du reste de la famille le reste du temps. Et quand tout ça s'est passé à la mi-mars, nous, on était en vacances au Colorado, où on a vu les stations ski fermées et on nous a demandé de partir parce que le Colorado avait des cas de Covid et qu'on nous demandait de partir, de rentrer chez nous. Donc, il y a eu tout ça en même temps et je veux dire, ça a été un super choc. Et d'autant plus que pour moi, je voyais ça de loin. Je voyais le Covid arriver, mais on avait vécu en 2003 le SARS à Taïwan. Et finalement, le SARS, ça s'était terminé assez rapidement. Enfin, il y avait eu 3-4 mois où on avait été, on avait effectivement eu des mesures, pas de confinement, mais des mesures où on était, on nous prenait la température chaque fois qu'on rentrait quelque part. À l'école, moi j'étais prof à l'école de Taipei à l'époque. Enfin voilà, donc j'avais vécu déjà ce sentiment de danger, de virus, d'épidémie, etc. Et donc, du coup, je n'avais pas du tout anticipé que ça allait venir à ce point-là, quoi. Et donc, du coup, il y a eu une espèce de plongeon dans la réalité, quoi. Et voilà, quoi. Donc, je vous dis. Et vous qui avez justement connu des expatriations, plusieurs expatriations, est-ce que du coup, cette situation, ça vous fait réfléchir à l'idée même de vivre voilà, cette espèce de vie nomade où on se retrouve dans des situations quand même difficiles Oui, mais bon, je pense que maintenant, c'est un peu dur de faire un chemin en arrière. Les enfants sont étudiants à l'étranger. Après, oui, si c'est vrai, c'est ce sentiment qu'on a envie de revenir à ses propres racines, d'être dans son petit cocon et de ne pas être loin de tout, quoi. Et ça, c'est vrai que ça, c'est très fort et j'aimerais bien, c'est un peu un souhait, effectivement. D'autant plus que je rejoignais l'auditrice juste avant, on ne se sent plus dans certaines valeurs du pays et donc, effectivement, c'est un mélange, en fait, émotionnellement parlant. C'est vrai que c'est important de prendre soin de soi pendant ces moments-là et c'est ce que j'ai fait en fait au tout début parce que de ce confinement, donc parce que je suis à Kansas City et le gouverneur a pris et les autorités locales ont pris des mesures très très rapidement en fait de confinement et donc c'était à la mi-mars à peu près. Et donc très rapidement, en fait, suite à ce retour précipité d'ailleurs du Colorado, j'ai dit j'ai pris sur moi pour surtout pas sombrer. J'ai fait de la méditation, j'ai appris à gérer mon stress. Donc c'était super important et c'est ça aussi que je voulais dire, c'est que ça a vraiment aidé et
Et en fait, dans la vie quotidienne actuellement, donc déjà mon mari, donc du coup, a quitté la Californie, hein, il est avec nous, et ça a aidé pour vivre cette période. En fait. Voilà. Très bien, merci beaucoup Isabelle pour ce témoignage. On a encore 5 minutes ensemble, donc on a les deux intervenants qui veulent prendre la parole. Anna, Alexis, Michel, qui est parti. On va prendre Mathieu Cognier. Je vais en Bonjour profiter Mathieu. pour rebondir Oui, pendant que sûr. Mathieu arrive. Tout à fait. Dire que ce que disait Isabelle est intéressant, c'est qu'il y a effectivement une période de sidération en fait qu'on a retrouvé nombreux psychologues que nous sommes. On est en train de mettre en place des systèmes d'aide et d'écoute. Et pour l'instant, peu de personnes en profitent autant qu'on imaginait. Et c'est normal, parce qu'au début, c'est le choc. Et donc, on ne comprend pas, on est un peu démunis, on essaye un peu de processer tout ça, et ce n'est pas évident. On peut être un peu dans le déni parfois aussi, donc ce n'est pas possible. Et donc, ça peut être assez difficile. Et donc, la période de sidération ou de moments où on dit, bon, ben, on retrouve un peu nos basiques, on essaie de retrouver un petit peu ce qui nous fait du bien, est assez fréquent. Là où on doit être attentif, c'est après. Parce que les décompensations arrivent un peu après. Donc là, il faudra être très, très vigilant et c'est normal s'il y a du stress et de l'anxiété. Et surtout, ne pas hésiter à prendre de l'aide, aller consulter, aller voir des professionnels, parler. Surtout parler de toutes ces inquiétudes, c'est très important. Je rappelle que d'ailleurs, plusieurs consulats, en tout cas celui de New York, pour sûr, a mis en place une cellule d'aide psychologique. On va reposter le numéro dans le chat. Je crois qu'on a retrouvé Anna. Allô ? Bonjour. Oui, bonjour Anna. Bonjour, vous allez bien ? Bonjour, très très bien. Disons que moi je suis à Miami Beach exactement. Et je dois dire que j'ai trouvé que c'était assez fluide, la mise en place des mesures ici. Donc, je n'ai pas ressenti une pression. Je pense que les choses se sont faites assez graduellement. Et c'était assez bien organisé pour l'école aussi, parce que j'ai une fille qui est en high school. Et j'ai été frappée par le fait qu'on ait distribué des ordinateurs aux enfants qui n'en avaient pas. On a organisé des repas pour les enfants qui n'en avaient pas. Donc, j'ai été assez impressionnée par l'organisation. Et je trouve que ça se passe bien. Et en tant qu'expatrié, alors comment vous vivez la distance ? Je ne sais pas si vous avez de la famille en France. Oui, mais... oui. Mais, la seule chose, c'est qu'on ne pourra pas aller en France cet été. Ouais. Ça, c'est déjà une évidence. On n'aura pas de visite non plus. Donc, bon, ben voilà, moi, j'ai un papa qui a quand même 86 ans. Donc, bon, ça sera une année sans voir, sauf évidemment virtuellement grâce aux réseaux sociaux et grâce à ces moyens de télécommunication. Mais voilà, on ne sera pas ensemble, c'est sûr. Et alors, ce qui est assez rigolo, c'est quand on voit Facebook qui nous poste des photos des années précédentes. Il y a un an, vous faisiez ci, il y a un an, vous faisiez ça. Et alors, tiens, voilà, Facebook me rappelle que je n'irai pas à Villeneuve-Loubet. Facebook me rappelle que je n'irai pas à Paris. Voilà, donc, c'est juste ça. C'est la distance physique avec la famille. Mais sinon, au niveau de l'accompagnement ici, je trouve que ça se fait très, très bien. Oui. Très bien. Nous allons. Merci beaucoup, Anna, pour ce témoignage. Mathieu, qui est à New York, je crois. Oui, bonjour à tous. Bien sûr. Merci, Alexis, d'avoir organisé ce bel événement. Merci à tous les intervenants pour toutes ces informations édifiantes et utiles. Alors, moi, je suis à peu près un voisin d'Alexis. On habite seulement à quelques pâtés de maison. On se connaît, je crois, oui. Voilà. Et en fait, voilà, je voulais simplement un petit peu rebondir sur le rapport à l'idéalisation aussi de l'expatriation, parce qu'effectivement, en cette période, je dirais, de deuil un peu forcé, je fais vite, alors j'essaie d'apporter pas mal d'éléments, parce qu'on est finalement dans des processus qui sont liés au deuil, quelque part. On fait le deuil d'un avant et d'un après, donc on est tous un petit peu dans le côté à chaud et explosif de cette situation. Et effectivement, le rapport à l'idéalisation, je rebondis sur ce qu'avait dit Christine, qui a gagné une green card à la loterie et qui vient d'emménager, qui a trouvé du travail, etc. Et qui expliquait malgré tout, la relativisation de cette honeymoon phase. Au départ, c'est vrai, quand on part en général, bon,
plutôt des éléments très positifs, d'excitation liés à la découverte de tout un monde. Et puis au fil des années, je dirais, les choses se tassent un petit peu. Moi, ça fait à peu près 12 ans que je suis aux États-Unis, après des études longues, un doctorat, un visa artistique. Et là, je commence une procédure de green card, ce qui n'est pas forcément le meilleur moment pour... puisque tout est un petit peu bloqué. Et là, je voulais revenir aussi sur le commentaire de Catherine. Alors, je ne sais plus, Catherine qui est à New York depuis 20 ans et qui émettait aussi quelques, je dirais, presque fantasmes de revenir au pays. Et c'est vrai que ce rapport à l'idéalisation, mais aussi on est en plein dedans, cette période de remise en question, qu'on soit là pour 3 mois ou 20 ans. C'est vrai qu'il y a toujours le rapport un petit peu à, et si nous revenions en France, et ça pose aussi le problème de l'idéalisation, c'est non seulement la culture dans laquelle on arrive, qu'on découvre, mais aussi la culture qu'on a laissée, parce que toutes ces années d'absence, elle, je dirais, modifie un petit peu la perception qu'on a de la culture, notre culture d'origine. Et donc c'est vrai qu'on est tous un petit peu dans ce statu quo qui a complètement fait éclater les choses. Et alors je ne sais pas si en psychologie il y a un rapport un petit peu à la contradiction tout à l'heure, je crois, Pia a parlé de claustrophobie. Ça m'a beaucoup marqué. Et je crois qu'effectivement, c'est peut-être un des éléments, un des effets les plus sur lesquels il faut être particulièrement vigilant. De se dire, c'est vrai qu'on se sent coincé, donc on se dit, il faut absolument que je rentre au pays, mais bon, finalement, au final, on rentrerait dans des conditions idéales. Personne ne le sait. Donc, c'est d'arriver à calmer un petit peu, cette urgence. C'est un point très intéressant, effectivement. Est-ce qu'on idéalise aussi pas trop la France dans ces situations-là? Pia, je vous laisse réagir. Magdalena après. Après, on devra conclure cette émission. Merci beaucoup, Mathieu. En tout cas, merci. Merci de m'avoir laissé parler. Ouais, je pense que l'idéalisation, elle peut être dans le mouvement de l'expatriation. Et alors, moi, je travaille avec des impatriés. C'est vraiment pas simple parce que plus longtemps on s'est expatrié et plus longtemps on a eu des petits bouts de nous-mêmes qu'on a lâchés et qu'on a récupéré d'autres cultures. Donc on est des espèces de comme un puzzle recomposé comme ça. Il ne faut pas oublier qu'il y a le fantasme du retour au pays, mais on est parti peut-être il y a 15 ans, 20 ans. Les gens ont continué leur vie, la culture a changé. Et puis, un truc typique du migrant, c'est qu'il garde une image figée dans sa tête du moment où il est parti. Ça n'existe plus. Le moment où il est parti n'existe plus. La vie, c'est quelque chose de fluide et la vie, c'est du changement, sinon on est dans la mort. Donc, l'impatriation est parfois beaucoup plus compliquée qu'une expatriation parce que on s'attend à retrouver sa culture, sa famille, ses amis, etc. Mais tout a changé. Tous les repères ont changé, plus ou moins. Ça dépend aussi des liens qu'on a gardés avec le pays d'origine, le pays du passeport, comme me disait quelqu'un, le pays de mon passeport, ça veut quand même tout dire. Donc, je crois que l'idéalisation de l'impatriation, faut voir les liens qui ont été maintenus. Ça, c'est très important. La dernière chose que je voudrais dire, c'est que dans ce processus de deuil, il y a différentes phases à passer. Il y a le déni et la peur. Après, on passe par la colère. Après, il y a la tristesse qui, en tradition chinoise, est représentée par les poumons. Je trouve ça intéressant en ce moment. Après, il y a beaucoup de gens qui sont bloqués dans cette phase de tristesse. Après, il y a l'acceptation. Alors, je ne vous cacherai pas que c'est au niveau de l'acceptation qu'on commence à se sentir un peu mieux. Et après, c'est ce qu'on appelle la post-traumatic growth en positive psychology, c'est-à-dire qu'on peut apprendre et réévaluer son environnement, prendre des décisions, etc. On peut tous être bloqués à un moment ou à un autre de ces phases, plus ou moins longtemps. Il y a des gens qui restent, il y a pas mal de gens qui restent figés dans la tristesse. Mais tout ça peut toujours se travailler. S'il y a vraiment un message à donner, c'est ne pensez pas que vous êtes bloqué à vie. Il y a toujours une possibilité de travailler quelque chose. Et si vous vous sentez vraiment bloqué, allez demander de l'aide. C'est vraiment le moment. Voilà. Je crois que... juste un dernier truc et après j'arrête. Oui, vraiment une spécificité aussi par rapport au deuil, parce que c'est un peu mon dada en ce moment, si je puis dire. Les expatriés sont quand même une population qui
ont affaire au deuil de façon récurrente. Le simple fait de s'expatrier, c'est faire le deuil de la vie qu'on avait et on lâche des gens, on lâche des habitudes, on lâche un quotidien. Donc ça, c'est le premier deuil. C'est vraiment le constitutif de l'expatriation. Et après, à chaque mouvement, on va faire des deuils, on va faire des au revoir, des adieux. Et l'ultime chose que je voudrais dire, c'est qu'il est essentiel de prendre le temps de dire au revoir, que ce soit physiquement, réellement, que ce soit symboliquement. Moi, je travaille avec des enfants qui ont été expatriés, les Third Culture Kids, qui à un moment n'ont pas pu dire au revoir et qui se retrouvent avec des traumas autour de ce mécanisme-là qui n'a pas été correctement mis en place, reconnu et qui a été figé. Le propre du trauma, c'est d'être figé dans le temps. Donc, dire au revoir et puis reconnaître là où on est dans les phases de deuil et savoir qu'il y a toujours quelque chose à faire. Merci Pia. Magdalena, peut-être une dernière observation ou un conseil que vous souhaiteriez donner à nos auditeurs Zoomers qui peuvent ressentir des difficultés à cette idée d'être éloignés de France. Je rejoins complètement tout ce que Pia vient de dire, donc je ne vais pas le répéter, c'est parfait, c'est vraiment intéressant. Je rajoute à ça que ce qui se passe aujourd'hui aussi, il y a une idée de deuil collectif qui est vraiment différent avec tous les processus de deuil individuel que nous faisons en face en expatriation. Là, il y a actuellement l'idée de deuil général où tout le monde a peur de ça, où il y a des chiffres quotidiens de combien de morts il y a aujourd'hui, avec une espèce de dépersonnalisation parfois. Et lorsqu'on connaît quelqu'un qui est effectivement décédé, là, ça nous, en fait, on reçoit ça en pleine figure. Et ça peut être vraiment difficile. Et avec l'idée d'impatriation aussi, il y a souvent la pensée un peu magique que l'herbe est plus verte ailleurs. Et donc, on veut toujours aller ailleurs pour voir ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Et aujourd'hui, la situation qui nous oblige à rester et à faire le point sur notre vie, c'est ce qui nous intéresse, permet aussi de s'engager sur l'acceptation, qui était aussi la dernière phase du deuil, acceptation de sur ce qui est, sur ce que je veux, et même si je n'ai pas tout, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qu'est la réalité? Donc ça permet finalement de moins idéaliser l'ailleurs et rester dans le maintenant, en quoi aujourd'hui est quelque chose qui peut être convenable pour moi finalement. Très bien, ça sera le mot de la fin. Merci à toutes les deux, à Pia, Magdalena, d'avoir participé à cette émission. Merci Grégory, merci Nastasia d'avoir relayé les questions. Et merci bien sûr à vous tous qui êtes intervenus pendant cette bande FM pour nous livrer vos témoignages et poser vos questions. On se retrouve la semaine prochaine pour un sujet complètement différent. Nous recevrons le député des Français d'Amérique du Nord, Roland Lescure, qui viendra nous parler, faire un point en quelque sorte des dernières mesures qui ont été mises en place et qui concernent les personnes qui veulent rentrer en France. On abordera bien sûr d'autres sujets avec lui. On se retrouve donc la semaine prochaine, jeudi, 12h30 heure de la côte Est, 9h30 heure de la côte Ouest, et avec vous tous, j'espère. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Merci.